Salut à tous auditeurs auditrices, à Nice pour l'Hydre, c'est parti pour le Social Club. Aujourd'hui, on va parler du cas Thaïs Descuffon. Alors, on m'a souvent demandé de parler de Thaïs Descuffon en message, notamment via les réseaux sociaux. Ce sera chose faite aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de voir ces vidéos récentes. En fait, j'ai toujours suivi plus ou moins ce qu'elle faisait, parce que je suis pas d'accord avec ses idées. Je vais d'ailleurs développer pourquoi tout au long de cette vidéo. Mais j'ai toujours une forme de respect envers le militantisme qu'elle a. Et je l'ai toujours écouté en vrai, j'ai toujours écouté ce qu'elle avait à dire et tout. Donc je suis tombé sur ces dernières vidéos et notamment 3. 9 mensonges sur les banlieues. Pourquoi je ne crois pas en l'assimilation. Et la 3e, c'était sur les immigrés patriotes. J'ai relevé des énormes incohérences dans son discours. Et aussi des énormes bêtises qu'elle peut dire. Sans être dans l'invective. Et du coup, je vais vous débunker tout ça aujourd'hui. Asseyez-vous tranquillement, abonnez-vous, mettez un pouce bleu parce que on va être productif de plus en plus sur cette chaîne. Et j'espère que vous allez apprécier toute cette vidéo. Alors, petit disclaimer, je tiens vraiment à prendre des pincettes. Cette vidéo n'est absolument pas un clash, c'est plus ou moins une réflexion. Et même une invitation à débattre d'ailleurs si Thaïs Descuffon est amené à voir cette vidéo, histoire d'éclaircir un petit peu justement ses positions. Car il y a plein de choses que j'ai vraiment pas compris en fait. Ça commence avec on commence avec sa vidéo du coup, 9 mensonges sur les banlieues. Où elle dit, là pour le coup moi ayant grandi en banlieue toute ma vie, et même habitant en banlieue là aujourd'hui encore, je pense être bien à même de fact-checker sa vidéo et les faits qu'elle énonce. Et on va commencer là-dessus du coup. Tiens, SO Stéphane Edouard, on va passer en mode vidéoscopie. Les banlieues, sujet épineux, sujet à tension, sujet délicat, tous les commentateurs de l'actualité et les politiques s'accordent à le dire. C'est avec le regroupement familial en 1976 sous Jacques Chirac que... Alors déjà, première erreur. Première erreur déjà, le regroupement familial c'est Valéry Giscard d'Estaing, c'est pas Jacques Chirac. Voilà. Petit fact-check en vitesse. Quand cette immigration extra-européenne arrive en banlieue, c'est elle qui les rend invivables et provoque ainsi une fuite des Blancs. Ce territoire ne peut accueillir deux populations trop différentes. Il s'est produit alors le phénomène inévitable du white flight, les habitants d'origine des banlieues ne pouvant vivre avec des communautés immigrées intolérantes, ils sont obligés de se barrer à la campagne, en zone périurbaine ou en centre-ville pour ceux qui peuvent se le permettre. Alors, première bêtise, le fameux white flight. Alors, cet exode des Blancs, en fait, qu'elle mentionne des banlieues et qui est peut-être réel dans certaines banlieues, n'est pour moi, pour ma part et par rapport à mon vécu, pas nécessairement un exode parce qu'ils en ont marre de vivre, pour parler crûment, avec des Noirs et des Arabes. Les Blancs se barrent des cités notamment, comme tout le monde se barre des cités, en fait, que la personne soit blanche, noire, arabe, etc. Tout le monde n'a qu'une seule envie quand il vit dans une cité HLM, c'est de s'en barrer, c'est de réussir dans la vie et de partir peut-être vivre dans le privé, avoir une belle baraque avec des gosses ou je ne sais quoi. Car c'est même dans la définition même des logements sociaux de base, on n'est pas censé y rester toute notre vie en fait. Donc voilà. Donc cet exode des Blancs pour moi, ça va plus vers le fait que c'est pas un mensonge de dire qu'aujourd'hui c'est plus facile entre guillemets dans la vie de s'insérer quand t'es blanc. Enfin, en tout cas, ça l'était dans les années 80 et dans les années 90 peut-être. Aujourd'hui, non, c'est vrai. Mais dans les années 80-90, c'était plus difficile de s'insérer dans la vie quand t'es un noir, un arabe, quoi. Et du coup, les blancs qui étaient dans les HLM à l'époque, forcément, ils sont montés plus vite dans la société, en fait. Ils s'appartiennent maintenant plus ou moins, ces blancs des années 80-90. La plupart, ils apparaissent parce que bien évidemment il y a de la pauvreté, c'est indéniable. La plupart appartiennent maintenant, je dirais, à la classe moyenne, quoi. Et ils ont pas que ça à faire de vivre dans une cité HLM, en fait. Ils évoluent. Donc c'est tout à fait normal. Et
forcément, ces personnes-là issues de l'immigration qui sortent de ces époques, bah, ils ont continué de vivre à la cité, ils ont fait des enfants, et voilà. Mais sinon, entre guillemets, enfin, dans ma cité en tout cas, j'ai vécu dans, j'ai vécu dans 3 cités en tout dans ma vie. Les 3 cités où j'ai vécu, il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait tout. Je veux dire, tout le monde parlait ensemble, il y avait des espèces de barbecue où il y a tout le monde qui venait. Je veux dire, ça a jamais posé de... Il y avait une église même en plein milieu de la cité, je veux dire, ça a jamais posé de problème. Donc voilà, j'aimerais bien savoir ses sources là-dessus. Voilà. Je partage mon expérience pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas l'habitude de ça, qui ne s'informent qu'à travers ces vidéos. Je tiens quand même à apporter Je tiens quand même à insister sur ce point-là. Voilà. On reprend. Si des Maghrébins ont été employés à la reconstruction de la France, ce ne fut que de manière anecdotique, puisqu'en 1951, l'année qui est considérée par les historiens comme la fin de la reconstruction, les Maghrébins représentaient moins de 1% de la population active métropolitaine. Et puis, comment auraient-ils reconstruit ici alors que ce sont les Européens qui sont à l'origine de la grande majorité de leurs infrastructures ? Et comment expliquer aussi le fait qu'ils auraient soi-disant reconstruit la France, mais qu'ils ne sont pas capables de construire leur propre pays et les administrer correctement. Il y a notamment beaucoup de faits de corruption, de grand banditisme ou de pauvreté dans leur pays d'origine. Alors, grande pause, très grande pause. Alors ça, c'est condescendant et c'est typique de son discours et de sa rhétorique, et même de la rhétorique de la plupart des identitaires en général. Alors c'est faux. Alors, 2 choses sont fausses. La France n'a pas eu besoin de l'immigration pour reconstruire la France, oui et non. Parce que c'est vrai que la gauche en rajoute énormément là-dessus. Mais c'est factuel, là, dans les années 50 notamment, et dans les années 62, même suite à la décolonisation, même, il y a eu beaucoup de moves, même de gens qui venaient de ces anciennes colonies, qui sont venus pour travailler tout simplement, ou parce que les pays plus ou moins devenaient instables. Et enfin bref, chacun pour des raisons variées. Mais la plupart venaient pour travailler, comme ma famille notamment. Hein. Mon oncle était dans ce cas-là, il a fait les chemins de fer. Après, il travaillait à la cuisine centrale de la ville. Enfin bref, c'est mes souvenirs de famille, ça, on s'en fout un peu. Mais plus sincèrement, quand elle dit que on est incapable, et là, ça a pu être le français qui va parler pendant quelques minutes, ça va être l'Algérien qui va parler. Je te conseille d'aller te balader en fait au Maghreb, en tout cas pour ce qui est du Maghreb. En Tunisie, c'est très avancé sur la médecine. La plupart des starlettes françaises, elles viennent se faire refaire les roploplos là-bas d'ailleurs. Il y a l'Algérie qui a fait son autoroute Est-Ouest notamment, qui a pas mal d'infrastructures. Il y a des grandes facs là-bas, c'est réputé. Enfin, je vais dire, le pays fonctionne plutôt bien hein, pour la plupart des trucs. Il y a de la corruption, etc. Mais bon, la criminalité au Maghreb, elle est à zéro presque. Au Maghreb, la criminalité, ça va être soit des Daeshman dans le désert qui se font flinguer, d'ailleurs, et bien fait, soit je sais pas moi, des petits voleurs comme ça. Mais là, ça rigole pas, la justice au Maghreb, Thaïs. Donc le banditisme il est proche de zéro et enfin bref, c'est vraiment ce cliché que les gens ont, genre allez vous balader aujourd'hui je sais pas moi à Alger par exemple, capitale de l'Algérie, il y a le métro, il y a le tramway, il y a des grands bâtiments, et ça c'est pas les Français qui l'ont fait, je veux dire, il y a un bon hôpital. On a dans les meilleures facs d'Afrique, et même il y en a certaines qui se classent dans des bons classements, certains départements. Donc voilà, j'invite tout le monde à se renseigner un peu plus sur ce qui est du Maghreb. Et franchement, en tout cas pour le cas du Maghreb, et allez, on va dire le Nigeria, on va dire allez, le Maghreb, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Ils ont pas eu besoin de leurs anciennes colonies entre guillemets, genre pour de leurs anciens colons pour
pour se reconstruire et pour se développer, hein. Donc voilà, je l'invite à faire preuve de moins de condescendance et à se renseigner un peu plus. Ils disent les émeutes de 2005 étaient une révolte économique et sociale. C'est faux, Alors, à quel moment est-ce que quelqu'un a entendu dans les médias que les révoltes de 2004-2005 étaient une révolte économique et sociale? Il y a personne qui a dit ça. Tout le monde parle du contrôle de Ziad Bouna, qui a malheureusement mal fini, comme tout le monde le sait. C'est deux jeunes adolescents qui sont morts, qui sont morts suite à une course-poursuite avec la police. En fait, la police voulait les contrôler et ils sont partis en courant et ils ont fini malheureusement dans un transformateur électrique EDF, ce qui a causé une grosse colère, une grosse révolte dans leur banlieue. C'était à Clichy-Montfermeil, si je dis pas de bêtises. Et là-bas, il y a eu une grosse révolte, il y a eu des émeutes pendant plusieurs semaines, notamment des scènes d'affrontements entre les jeunes de là-bas et la police. Mais, enfin, je veux dire, il n'y a personne qui a jamais dit que c'était une révolte économique et sociale, à part peut-être, je sais pas moi, des gauchos vraiment tarés, genre NPA ou quoi, mais j'ai vu passer ça nulle part à l'époque pour le coup. Et c'est drôle parce que juste après, en fait, elle parle de jets lacrymogènes devant des mosquées, etc. Alors que pour avoir vécu cette période-là, c'est tout le contraire, justement, entre guillemets, les hommes de foi, voilà, tout ce qui va être les frères Mus, les mecs qui se baladent en camis, etc. Ils étaient dans le dialogue et justement, ils voulaient que toutes les émeutes, elles s'arrêtent. En fait, ils voulaient vivre en paix, etc. Ils sont plutôt pro-flics, d'ailleurs, ces mecs-là. Donc, voilà. Je vous invite encore une fois à plus vous renseigner. C'est aussi pour son auditoire, hein, que je fais cette vidéo. Donc voilà. Donc je viens de me taper sa vidéo sur les banlieues et déjà il n'y a rien qui va. Elle parle de 1953 en disant qu'en 1953 il y avait 115 000 Algériens au chômage sur le territoire français. Alors déjà, j'aimerais bien savoir d'où elle vient cette stat. Deux, ok, 115 millions d'Algériens au chômage, c'est rien sur la population française en général, surtout à cette époque. Et en 53, je pense que c'était des vétérans de l'armée qui devaient être sur le territoire, puisque l'Algérie, elle était française. Donc en vrai, ils étaient en France, ils étaient en Algérie, sinon directement. Donc je pense que là, tu tapes gratuitement sur des vétérans de l'armée, et c'est pas très jojo. Après, c'est mon analyse, hein. Donc voilà. Très drôle d'ailleurs sa vidéo sur l'assimilation. Vous pouvez voir, elle démarre avec en critiquant le Rassemblement National et avec notamment un extrait de Philippe Olivier chez Livre Noir. D'ailleurs, j'invite tout le monde à voir son entretien parce qu'il est pas mal, où il vante le fait de pouvoir vivre dans une société où plusieurs cultures cohabitent en mode film d'horreur. C'est très drôle. On y était bien. Que lorsqu'on est à Rome, on s'habille comme... Juste après, pareil, elle critique Chenu, c'est-à-dire que même en fait, le propre camp, hein, le camp national est pas assez... pour elle, on dirait que le camp national, il est trop ouvert. Genre, on dirait que pour elle, le camp national, il est pas assez focus sur la cause blanche. Voilà. Deuxième raison qui explique que l'assimilation n'est plus possible aujourd'hui, c'est que les individus qui arrivent sont de civilisations radicalement différentes. Et même, certains ont un passé colonial avec nous et entretiennent une véritable haine à notre égard, à celui de notre peuple et de notre civilisation. Alors, le coup du match retour, ça sort tout le temps comme argument, mais vraiment tout le temps. Alors pour être bien clair, hein, je connais pas d'Algérien qui rumine dans sa tête en mode... faut que je me venge de la colonisation, oh, c'est trop. Je connais aucun Algérien qui pense comme ça, genre vraiment. C'est bien passé, c'est bien vieux, voilà. Ensuite, quand elle parle de civilisations différentes, encore une fois, j'invite tout le monde à se prendre, je sais pas moi, un week-end à Marrakech ou une connerie, c'est pas très cher, d'aller au Maghreb, de se balader. Parce qu'en vrai, c'est la principale source d'immigration, c'est pour ça que je prends l'exemple du Maghreb. Et attention, c'est pas une vidéo à but immigrationniste, absolument pas. Mais quand on regarde, baladez-vous au Maghreb, etc., en vrai, on est comme en France.
Genre vraiment on est comme en France avec plus de soleil et une culture islamique plutôt qu'une culture chrétienne. Mais grosso merdo, on est comme en France, hein. Y a pas de charia, il y a pas de coup de fouet pour je ne sais quelle raison. Voilà, ça c'est dans vos films les plus beaux. Donc oui, on peut être contre l'immigration, comme moi d'ailleurs, je suis contre l'immigration de masse un peu, mais on peut aussi avoir un œil assez intelligent et voir que c'est pas, ça y est, l'histoire du peuple qui vient d'une autre rive et qui n'a pas nos codes, ils ne savent pas dire bonjour, blablabla, bref, ça c'est dans vos films les plus beaux, mais dans la vraie vie, un Algérien, plus ou moins, il est pas si différent que ça d'un Français. Il est juste musulman plutôt que chrétien, mais il est pas si différent que ça d'un Français. Et d'où vient cette haine? Parce que... Et encore une fois, il a pas envie de faire un match retour, l'Algérien. Genre, comment ça s'appelle? Il y a par exemple des milliers d'Asiatiques qui sont présents sur notre sol. La France a notamment eu plus ou moins une guerre sale aussi avec le Cambodge, etc., le Laos et tout, enfin les colonies asiatiques hein, de l'époque de la France. Et il y a eu des guerres d'indépendance assez violentes aussi. Comme dirait mon ami le maire, je pense pas que les Asiates qui sont là, ils veulent faire le match retour de Dien Bien Phu avec des têtes de caporal qui roulent, etc. Et surtout, ils sont plus ou moins assimilés ici. Enfin, je veux dire, on parle pas de problème avec les Asiatiques ici. Donc voilà, pour moi, ça, c'est un faux argument. Ce sont des... Alors pareil, l'histoire des quartiers qui sont entièrement immigrés, ça c'est entre guillemets à l'époque hein, de la décolonisation, etc. Il y a eu pas mal quand même d'immigrés des anciennes colonies du coup qui sont venus en France pour bosser la plupart. En vrai, c'était une immigration de travail qui venait un peu combler le manque d'effectifs qu'il y avait dans certaines usines ou sur certains chantiers, puisque la population française elle évoluait et forcément il y avait plus de cadres que d'ouvriers à un moment, donc voilà, fallait ramener de la main d'œuvre entre guillemets. Et du coup voilà, c'est pour ça que et le classement du coup ces gens-là fallait les loger et le comment s'appelle le logement il s'est fait justement par ethnie. Genre on a envoyé tels gens qui viennent par exemple je sais pas moi dans telle ville on va envoyer tant d'Algériens, dans telle ville on va envoyer tant de Portugais, dans telle ville on va envoyer tant de Marocains. Et du coup c'est pour ça que maintenant il y a un certain communautarisme, on peut le voir d'ailleurs et les communautés qui se sont formées d'ailleurs entre guillemets bien sûr et les habitants de ces quartiers immigrés sont en demande justement d'adhérer à cette culture française, à la France, etc. On peut le voir même avec cette femme voilée l'été dernier qui demandait à Macron d'avoir plus de pierres dans la classe de son fils notamment. Donc voilà. Je déplore le manque de mixité dans le collège de quartier. Les gens ne mettent plus les enfants dans le même quartier, ce qui est vraiment dommage. Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. C'est vraiment grave, quoi. Je lui ai dit non, mon fils Pierre existe vraiment, il y a des gens qui s'appellent Pierre. Moi, je fais sortir mes enfants, mais c'est vrai que cette question m'a choquée. Parce qu'en effet, Candace Owens, elle incarne un truc qu'on connaît très bien à droite en France, qui sont les extra-européens patriotes. Et c'est une véritable question politique. Alors c'est très drôle de parler de Candace Owens en tant que extra-européenne patriote, étant donné qu'elle est américaine. Et que quand ça, je me demande si elle aurait dit la même chose, par exemple, je sais pas moi, comme ça, de le mec de Breitbart News, là, Steve Bannon, par exemple. Les États-Unis ont une histoire assez particulière, comme vous le savez sans doute, où, entre guillemets, les Blancs et les Noirs, ils sont arrivés en même temps là-bas, plus ou moins. Donc, ils ont remplacé par la force un autre peuple qui était déjà présent. Donc, si vous voulez, les Américains sont un peuple d'immigration de base et du coup Candace Owens, j'ai envie de dire, elle est entre guillemets une américaine de souche, genre autant que Steve Bannon. Donc voilà,
c'est drôle, mais c'est intéressant de le noter. Qui soulève deux problèmes et donc 2 secondes. Zora Bitan, elle est née en France. Donc elle n'est pas immigrée. Donc comment elle peut être immigrée patriote? Faut m'expliquer. Déjà, aussi. la Agag Boujalat. Pareil. Kamel Agag Boujalat, c'est un mec qui avait essayé de piéger un ami d'ailleurs, Julia Odoul, qu'on embrasse, au RN. Il avait essayé de l'arnaquer en étant son suppléant ou je ne sais quoi, sur sa liste au régional en gros. Et il avait fait du coup après les médias, etc. Mais il est aussi né en France en soi, donc même si c'est un opportuniste lui aussi, il est né en France, donc c'est pas un immigré. Alors, elle parle de Zineb El Razoui notamment, qui aurait changé de camp. Changé de camp. Parce qu'en fait, Zineb El Razoui, de base, c'est une femme, en fait, c'est une ancienne éditorialiste de Charlie Hebdo. Je crois qu'elle écrit toujours pour eux d'ailleurs, mais je suis pas sûr. Charlie Hebdo qui a toujours été d'ailleurs plus ou moins de gauche, en fait, hein. Même après les attentats qu'ils ont malheureusement subis. Et elle aurait vécu les attentats de Charlie Hebdo. Alors non, Thaïs, renseigne-toi. Zineb El Razoui n'a pas vécu les attentats de Charlie Hebdo. Elle était au Maroc à ce moment-là. Et en effet, moi je vois pas ça comme une trahison du coup qu'elle ait soutenu Macron. Et je pense que la plupart des gens assez éduqués là-dessus ne voient pas ça comme une trahison. Car Zineb El Razoui, combien même elle est islamophobe et tient des propos des fois plutôt proches des idées de la droite en général, il n'empêche qu'elle est de gauche. Donc c'est tout à fait logique qu'elle soutienne le président Macron face à Marine Le Pen. Été fait pour lutter de... Alors ce que je retiens de tout ça, c'est que déjà il y a plein de bêtises, comme dans sa vidéo sur les immigrés patriotes, où les 3/4 des exemples qu'elle cite ne sont pas des immigrés. Ils ont juste une couleur différente, donc voilà. Ensuite, elle dit ne pas croire en l'assimilation, mais elle a voté un peu pour le VRP de l'assimilation, en fait, qui est Éric Zemmour, du coup. Et ça a fini à 7% d'ailleurs. Mais pour aller plus en profondeur là-dessus, on peut voir que son idéologie, elle qui parle souvent de communautarisme par exemple, finit par parler de communautarisme dans sa vidéo, notamment sur les immigrés patriotes, où à la fin elle glisse qu'il faut s'organiser en communauté entre blancs pour continuer en fait de perdurer, etc. Donc sa réponse au communautarisme, c'est du communautarisme. Et forcément l'assimilation ne peut pas être possible si tout le monde est dans un communautarisme ambiant. Donc voilà, cette vidéo n'est pas un clash ou autre chose, hein. C'est plus ou moins, c'est plus un peu comme une review et un petit fact-check, voilà. Mais comment ça s'appelle, c'est aussi une invitation à débattre. Voilà, si Thaïs Descuffon tombe devant cette vidéo, moi j'ai déjà proposé à plusieurs médias déjà d'organiser ça. Et ça serait un plaisir de débattre avec elle autour de l'identité française, justement, puisque je comprends pas sa démarche du coup à travers toutes ces vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre le contenu de l'Hydre, où on sera beaucoup plus régulier. Demain il y a une revue d'actu qui sort d'ailleurs direct, on continue. Et soutenez aussi la page sur Insta, sur le YouTube en vous abonnant, en likant, c'est de la merde, en mettant la cloche et tout, c'est de la merde, mais nous ça nous aide beaucoup. Voilà, des bisous à tous, prenez soin de vous, profitez de votre été et à très bientôt.